Alors, bienvenue. On va plonger directement dans un sujet qui pèse lourd, financièrement parlant, le contrat de mariage en Israël. Beaucoup pensent que c'est une sorte de forteresse pour protéger son patrimoine. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Surtout quand le fisc commence à y regarder de plus près. Acheter un bien immobilier, c'est souvent la décision financière d'une vie pour un couple. Et en Israël, on peut dire que c'est une étape particulièrement complexe. Il y a des tas de subtilités fiscales qu'il faut absolument connaître pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Du coup, la question qui se pose, elle est simple. Ce fameux contrat de mariage, est-ce que c'est une protection en béton, une vraie forteresse, ou est-ce qu'il risque de n'être qu'un bout de papier, une fiction, aux yeux de l'administration? Allez, on décortique ça ensemble. Bon, pour commencer, regardons un peu la promesse de Dave. En théorie, à quoi ça sert, un contrat de mariage? Qu'est-ce que c'est censé faire? En Israël, on parle de SM Mammon. En fait, c'est un accord légal qui permet de faire autre chose que le régime par défaut, qui est la communauté de biens. Avec ce contrat, on peut définir très précisément qui possède quoi, comment le patrimoine est partagé. C'est super important, par exemple, si l'un des deux apporte plus d'argent ou a déjà des biens avant le mariage. Mais attention, il y a une étape absolument cruciale. Pour que ce contrat ait une vraie valeur légale, il faut le faire valider officiellement. Si on le fait avant le mariage, un simple passage chez le notaire suffit. Par contre, après s'être dit oui, la procédure est plus lourde. Il faut passer devant le tribunal des affaires familiales ou le tribunal rabbinique. Sans cette validation, honnêtement, face au fisc, le document ne vaut pas grand-chose. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, ça donne quoi? On va prendre une étude de cas, une histoire vraie, qui est très parlante. C'est l'histoire d'un contrat qui était parfaitement valide sur le papier, mais qui, au final, n'a servi à rien. Alors, suivez bien le parcours de ce couple. Ils signent un contrat de séparation totale de biens, tout est validé, tout est en ordre. Ensuite, l'épouse achète un premier appartement qui est bien enregistré uniquement à son nom. Jusque-là, on se dit tout est parfait. Sauf que, il y a un sauf que. Le point clé, c'est le financement. Le prêt pour cet appartement, qui est censé être séparé, eh bien, il est signé par les deux époux. Quelques années plus tard, ils achètent un deuxième appartement, cette fois à leurs deux noms. Et c'est là que le piège se referme. Le fisc leur envoie la note et l'impôt est calculé au taux le plus élevé, comme s'il s'agissait d'une deuxième résidence. Évidemment, le couple n'est pas d'accord et conteste. Et leur argument, franchement, il semble tout à fait logique. Ils disent « Attendez, notre contrat prouve que nos biens sont séparés. Le premier appartement, c'est celui de ma femme, donc pour moi, le mari, ma part dans ce deuxième achat, c'est mon tout premier bien. Ça se tient, non ?» La vraie question, c'est est-ce que le tribunal a été de cet avis? Et c'est là que ça devient super intéressant. La réponse du tribunal est pleine d'enseignements. C'est le moment précis où la belle théorie du contrat se fracasse contre la dure réalité des faits. C'est fascinant de voir cette opposition. D'un côté, on a le couple qui clame « notre contrat nous sépare » et de l'autre, le tribunal qui rétorque en substance « peut-être, mais vos actions, elles, vous unissent ». C'est le résumé parfait de la décision. En gros, ce qui se passe dans la vraie vie, l'économie réelle du couple a beaucoup plus de poids que ce qui est simplement écrit sur un papier. Alors, qu'est-ce qui a cloché exactement? En fait, il y a eu deux contradictions, et elles ont été fatales. La première, c'est l'achat du deuxième bien ensemble. Ça a déjà un peu affaibli leur discours de séparation. Mais alors, le vrai coup de grâce, l'élément qui a tout fait basculer, c'est le fait qu'ils aient co-signé le prêt pour le premier appartement, celui qui était censé appartenir uniquement à l'épouse. Pour le tribunal, c'était la preuve irréfutable de leur unité financière. Et d'ailleurs, la commission d'appel fiscale israélienne l'a dit noir sur blanc, et cette phrase résume absolument tout. Les actions du couple ont primé sur le texte de leur contrat. Le comportement financier réel l'emporte toujours sur la théorie, sur ce qui est juste écrit. La leçon à retenir, elle est donc claire et nette. Un contrat de mariage, ce n'est pas un bouclier magique qu'on sort en cas de problème. Pour qu'il soit vraiment efficace, il est impératif qu'il soit le reflet exact de la vie financière du couple, au jour le jour. Ok, on a bien vu ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, la question c'est comment on fait pour que ça marche, pour qu'un contrat de mariage soit une vraie protection. Quelles sont les règles d'or à respecter? Voici 6 étapes, vraiment fondamentales. D'abord, il faut un contrat sur mesure, pas un modèle tout fait qu'on trouve sur Internet. Ensuite, il faut maintenir des finances qui sont rigoureusement séparées et s'assurer que l'origine des fonds soit toujours parfaitement traçable. Troisième point, enregistrer les biens correctement. Si un bien appartient à un seul conjoint, il doit être enregistré à son seul nom. Et bien sûr, la cohérence dans les actions, c'est la grande leçon de l'histoire qu'on vient de voir. Et enfin, un dernier conseil, consulter régulièrement des experts. Ah, et la fameuse question du compte joint. Est-ce qu'on peut en avoir un?
La réponse est oui, mais son utilisation doit être hyper limitée. Il doit servir uniquement pour les dépenses courantes du ménage, les courses, les factures d'électricité, les frais du quotidien. Et c'est tout, rien de plus. Par contre, ce compte commun ne doit jamais, au grand jamais, servir à mettre de l'épargne de côté pour des investissements, à payer les apports pour un achat immobilier et surtout pas, bien sûr, à rembourser le crédit d'un bien qui est censé être séparé. C'est précisément cet erreur qui a coûté une fortune au couple de notre exemple. En conclusion, on comprend que la vraie question, ce n'est pas juste d'avoir un contrat, mais de vivre en total accord avec ce qui est écrit dedans. Parce qu'en matière fiscale, l'administration ne s'arrête pas au papier. Elle observe la réalité, la manière dont les finances sont gérées au quotidien, et c'est justement ce décalage, parfois inconscient, entre le texte et les actes qui transforme trop souvent ce qui devait être une forteresse en un simple château de cartes.